Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Animedia, votre émission 100% cinéma d'animation. Je suis Sylvain, alias Phlegmatique, et dans ce podcast, je vous fais voyager dans le monde merveilleux de l'animation. Au programme aujourd'hui, Annecy, jour 4, Japon, et au revoir. Salut la famille! Et voilà, nous y sommes, quatrième et dernier épisode d'Animedia en direct du festival d'Annecy. Le festival, lui, va se dérouler jusqu'au samedi, date de la remise des prix, mais pour moi, il est déjà l'heure de faire les valises. Mais bien sûr, pas avant de vous avoir livré mes impressions sur cette dernière journée, ma foi, bien chargée, encore plus que les précédentes, hein. La fatigue s'est clairement faite ressentir à certains moments de certaines projections, mais ainsi va la vie de festivalier, n'est-ce pas, hein? On a un petit peu des hauts et des bas, on se couche tard, on se lève tôt, mais tout ça toujours avec entrain, d'autant que pour cette dernière journée, le soleil était au rendez-vous. J'ai quand même pu profiter un petit peu de la ville et de me balader. Mais pour parler plus directement de ce qui nous intéresse, à savoir de cinéma, eh bien, il y aura 4 films à l'affiche de cet épisode. 2 films en compétition, à savoir Toto-chan, la petite fille à la fenêtre, et Rock Bottom. Hors compétition, j'ai également vu 2 séances événements, la projection de Blue Lock, épisode Nagi, et d'Ultraman Rising. Donc une dernière journée placée sous le signe du Japon. On va voir tout ça ensemble dès maintenant. Allez, c'est parti! この机すごいわ。ゴミ箱の蓋みたい。黒柳さん、学校の迷惑になります。よその学校にお連れください。よその学校？おてんばすぎるトットちゃんを受け入れてくれたのは電車が教室の一風変わった学校だった。どうしてみんな私のことを困った子っていうの？ Toto-chan, la petite fille à la fenêtre, est réalisé par Shinosuke Yakuwa, distribué chez nous par Eurozoom, et il fait donc partie de la sélection officielle pour ce festival d'Annecy 2024. Alors avant de vous raconter cette projection et de vous parler un petit peu plus du film en détail, je suis un petit peu obligé de revenir sur une mésaventure qui m'est arrivée ce matin, car que serait une vie de festivalier sans son petit fail? Pour ne rien vous cacher, je me suis couché assez tard quand même, hein, pour finaliser l'enregistrement et le montage de l'épisode précédent. Et voilà, j'avais une séance prévue à 8h30 dès ce mercredi matin. Le réveil était programmé, j'étais plein de motivation. Sauf que, eh bien, vous savez ce que c'est, hein, on appuie sur le mauvais bouton et on éteint le réveil au lieu de le snooze. Résultat des courses, je me suis réveillé à 8h pour une projection à 8h30. Et comme je vous l'avais expliqué la veille, eh bien, il faut être au plus tard présent 10 minutes avant le début de la séance. Faute de quoi, notre réservation n'est plus valable. C'est pas grave, je me suis quand même lancé, hein, je me suis levé, je suis parti prendre le bus que j'ai eu pile au bon moment, et là j'arrive à 8h20 après avoir quand même pas mal couru. Tout ça pour me rendre compte que je m'étais planté de cinéma. Voilà, voilà. J'avais fait toute ma journée précédente au cinéma Pathé, sauf que cette séance en question, elle était dans la grande salle de Bonlieu. Alors c'est à peine à 5-10 minutes à pied de là, sauf que évidemment, vous l'avez compris, je ne serais pas arrivé à temps pour voir ma réservation validée. Donc eh bien, retour à la case départ, hein, j'ai envie de dire. Je suis retourné à l'appart, petite sieste, petite douche, et on était reparti pour cette projection. Pour la petite histoire quand même, j'étais censé aller voir Flo, un autre film en compétition, et qui en plus mettait en scène un chat dans un personnage principal. Et il y en a 2 films en compétition cette année à Annecy, 2 films avec des chats dans les personnages principaux, avec également Anzu, le chat fantôme, et je n'ai pu en voir aucun des 2. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, moi et les chats, c'est quand même une grande histoire d'amour, hein. J'en ai un qui m'attend à la maison, et voilà, malheureusement, pas de chat pour moi cette année en compétition officielle, mais c'est pas grave, on rebondit. Donc Toto-chan, la petite fille à la fenêtre, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, ça raconte l'histoire de
Tetsuko, alias donc Toto-chan, une petite fille qui serait classée dans le camp des perturbateurs, on va dire que ça comme ça, par n'importe quel instituteur. C'est une jeune fille plein de vie, très curieuse, qui ne tient pas en place et qui a donc tendance à être assez vite déconcentrée par un petit peu tout et n'importe quoi, à déconcentrer aussi ses camarades. Et vous vous en doutez, surtout dans le Japon des années 40, ça ne cadre pas trop avec un environnement scolaire traditionnel. Elle se fait donc virer purement et simplement de son école et ses parents doivent donc lui retrouver une place dans un autre établissement. Cet établissement, ce sera la Tomoe Academy, une école pas tout à fait comme les autres, déjà parce que les élèves font cours dans des wagons de train qui ont été réhabilités, et ensuite parce que le directeur de cette école-là a une méthode un petit peu particulière d'enseigner. Aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait rapprocher de la formation Montessori, on va dire, puisque les enfants n'ont pas vraiment de cursus prédéfini. On leur laisse faire un petit peu ce qu'ils veulent, les types d'enseignement qu'ils veulent. Ils peuvent également courir, faire du sport dans la cour si ça les chante. L'idée étant d'avoir une éducation positive où l'enfant est libre de prendre ses propres choix, de faire ses propres décisions et de tirer ses propres conclusions également. On suit Toto-chan et les autres élèves de la classe de leurs 5 à leurs 9 ans à peu près, hein. Le film se déroule entre 1940 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, et le contexte il va progressivement avoir de plus en plus d'importance. Si au début eh bien, on est quand même très focalisé sur la vie de cette école pas tout à fait comme les autres, eh bien, plus les années vont passer et plus le contexte va devenir compliqué avec l'entrée en guerre progressive du Japon et la mise à mal un petit peu de ses valeurs positives, de ses valeurs d'inclusivité également. L'école accueille plusieurs élèves en situation de handicap, dont un qui va devenir le grand ami de Toto-chan. Elle va l'aider progressivement à briser certaines barrières de son handicap, à lui faire des choses que lui-même se refuse, lui faire comprendre qu'il peut tout à fait vivre comme un enfant comme les autres, participer aux activités également. Et c'est l'un des messages du film que le réalisateur Shinosuke Yakuwa est venu rappeler sur la scène de la grande salle de Bonlieu avant la projection du film. L'idée, c'était de justement mettre en exergue ces valeurs d'inclusivité et de pointer du doigt également l'absurdité de la guerre. Le film est donc assez classique dans son déroulement. On est sur une chronique de cette époque-là plus que sur vraiment une histoire avec des enjeux très précis. L'idée, c'est de voir l'évolution de ces personnages-là, l'évolution de leurs relations et de leur comportement. Au niveau du style visuel, on est sur une animation japonaise classique en 2D avec des tons assez pastels, assez délavés, mais dans le bon sens du terme, j'ai envie de dire, et des décors en aquarelle. Là où le réalisateur surprend, c'est sur une poignée de scènes un petit peu plus oniriques qui sortent du cadre réaliste du film. On part alors dans les pensées, dans les rêveries de Toto-chan avec notamment une scène beaucoup plus crayonnée où elle va voyager dans son wagon de train au milieu des animaux géants. On a également une scène de rêve, de cauchemar même, qui à l'inverse va être beaucoup plus froide et utiliser la technique du papier découpé. Donc à certains moments bien précis, comme ça, on sort du récit traditionnel pour aller sur quelque chose d'autre, sur un registre très différent à chaque fois. Et ce qu'il y a de bien d'ailleurs avec ces petits moments, c'est qu'ils n'interviennent pas exactement quand on s'y attend. On n'est pas sur un récit très structuré, très opératique. Les scènes interviennent comme ça au fil des émotions des personnages. Et finalement, la surprise pour le spectateur, elle n'en est que meilleure. Au final, eh bien, si on accepte ce récit plutôt chronique, sans véritables enjeux, c'est une bonne petite surprise, ce Toto-chan. Pourquoi? Parce que il véhicule quand même des sentiments assez positifs, mais sans jamais en faire trop, sans jamais verser dans le mielleux. À la place, on a des personnages assez simples, armés de beaucoup de bonnes intentions, et même quand ils sont rattrapés par les horreurs, par l'absurdité de la guerre, ils ne renient absolument pas leurs valeurs, et en ça, c'est un vrai signe d'espoir, et c'est un film assez réjouissant. Pour l'heure, il n'a pas de date de sortie chez nous, mais si vous êtes sensible à ce genre de récit, eh bien, je vous encourage à le mettre sur vos tablettes et à le surveiller de près. 今最も熱く最もイカれたサッカーアニメついに映画化みんな
なんで頑張るんだろう。将来の夢とかめんどくさ。すげえなお前。俺とサッカーやろう。ナギ、お前の才能を俺にくれ。めんどくさい。お前は俺と世界一にならなきゃいけない。そういう運命だ。Pour la deuxième séance du jour, on reste dans l'animation japonaise, mais dans un tout autre registre, puisqu'on part sur Blue Lock, épisode Nagi, qui sortira chez nous le 3 juillet 2024, distribué par Crunchyroll sur un scénario de Taku Kishimoto, qui est déjà à l'œuvre sur la première saison de Blue Lock. Et oui, puisqu'on est sur un épisode de spin-off, on va dire, de la série Blue Lock. Et là, il va falloir que je fasse des petites pirouettes, des petites contorsions pour vous expliquer exactement de quoi il en retourne. Moi-même, j'ai mis du temps à comprendre. Alors d'abord, il faut savoir que c'est une séance que je me suis calé un petit peu au dernier moment. J'avais prévu de base une séance tardive ce soir à partir de 22h que j'ai annulée quand j'ai vu qu'il restait de la place pour cette séance-ci. En fait, Blue Lock, pour tout vous dire, c'est une série que je suis de très très loin, en tout cas de réputation, mais ça restait, comme je l'ai dit, assez lointain pour moi. Je voyais ça comme une sorte de nouvelle Olivier Tom. Je savais qu'il y avait un phénomène qui se montait là-dessus, à la fois au Japon et chez nous, que ce soit en manga ou en animé, mais en fait, je m'y étais pas vraiment intéressé plus que ça. J'avais jamais regardé d'épisode et j'ai fini par comprendre les grosses différences qui le séparent d'Olivier Tom. Plutôt que d'être sur un simple shonen de sport, on va dire, on est carrément sur un mélange, certes, entre un shonen de sport, mais aussi un battle royale. Un battle royale dans le monde du football, comment ça marche? Ça part de la défaite du Japon en huitième de finale de la Coupe du monde de football en 2018 et à partir de là, la fédération décide qu'il leur faut absolument un attaquant, un vrai, un fort, un puissant pour concurrencer les grosses nations mondiales. Et qu'est-ce qu'ils vont trouver de mieux à faire que d'organiser une grande compétition avec 300 attaquants venus de tous les lycées du Japon. Et à l'arrivée, vous vous en doutez, il n'en restera qu'un qui aura le droit de participer à la prochaine Coupe du Monde, de rejoindre l'équipe internationale du Japon. Et à l'inverse, on ne sait pas trop pourquoi, mais parce qu'il faut bien rajouter un enjeu, eh bien tous ceux qui échouent au Blue Lock n'auront plus le droit jamais de porter le maillot de la sélection nationale. Pour l'heure, il y a une saison de 24 épisodes qui est disponible chez nous sur Crunchyroll, dont le personnage principal, et c'est important à noter dans le cadre de ce spin-off, le personnage principal est un certain Isagi Yoichi, alors que là, l'intrigue va se concentrer sur les personnages de Nagi et Reo, qui sont des personnages secondaires dans la série principale. En clair, si on récapitule, qu'est-ce que c'est que cet épisode Nagi? Eh bien, c'est un film de 90 minutes qui reprend un nouveau point de départ sur la série à partir d'un autre point de vue, mais qui va quand même recouper avec des éléments de la série, parfois en reprenant carrément certains plans, et se terminer en fait dans une sorte de cliffhanger pour nous préparer à la suite de la saison 1. Donc ne vous attendez pas, première chose, à avoir une véritable conclusion à ce film. L'idée c'est vraiment de proposer un point de vue alternatif et rien de plus, ou du moins pas grand-chose, puisque même en ce qui concerne la réalisation, le cachet artistique, esthétique de ce film, on est très proche de ce qui se fait au niveau des animés. Donc soit, j'ai envie de dire, on est un fan absolu de Blue Lock et là on a envie de creuser vraiment le lore, d'avoir une espèce d'origin story comme ça sur un autre personnage qui apparemment est très apprécié des fans, d'où le fait qu'il ait le droit à son épisode de spin-off. Ou alors on est assez extérieur à tout ça et dans ce cas-là, je ne pense pas que ça soit forcément la bonne porte d'entrée, même si j'avoue que ça a quand même réussi à attirer un petit peu ma curiosité, puisque concrètement, comment ça fonctionne ce fameux Blue Lock? Eh bien, on a une compétition en interne entre ces 300 joueurs qui vont s'affronter à travers différents mini-jeux avec des règles plus ou moins farfelues qui vont les permettre de les éliminer un à un ou quasiment jusqu'à arriver au dernier candidat potentiel. Pour revenir quand même un petit peu plus en détail sur ce personnage de Nagi et pourquoi il a le droit à son spin-off, eh bien il faut savoir que lui, de base, c'est communément un bon gros glandeur du lycée qui n'a pas envie de faire grand-chose d'autre de sa vie à part jouer aux jeux vidéo sur son portable, et il croise sur son chemin la route de Reo, fils d'un PDG d'une compagnie où on sent que grosso modo il peut avoir tout ce qu'il veut quand il veut, qui lui, à l'inverse,
est un très grand fan de foot et qui va reprendre en main l'équipe du lycée qui, grosso modo, une équipe de losers pour essayer, d'en faire une grosse équipe et en croisant justement la route de Nagui sur son chemin, il voit très vite, mais alors quand je vous dis très vite, c'est très vite, qu'il a un don pour le football. Pourquoi? Parce qu'il le bouscule en haut des escaliers, fait tomber son portable que Nagui réceptionne d'un magnifique contrôle du pied et là, c'est la révélation. Ensemble, ils vont percer dans le monde du football et conquérir le titre national. Alors autant vous dire que quand le Blue Lock se présente et qu'ils sont sélectionnés, eh bien ils foncent sur l'occasion pour faire en sorte que leur duo aille le plus loin possible. Alors ça, déjà clairement, il faut l'acheter, hein, mais bon, dans un shonen de sport, on n'a pas forcément besoin de grand chose de plus pour rentrer dans l'intrigue. Et ensuite, eh bien, se posent forcément les questions de crédibilité habituelles, hein. Est-ce qu'il y a forcément besoin que d'un attaquant et d'aucun autre poste de plus? Est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même d'investir un tout petit peu mieux tout cet argent pour un processus de formation et de recherche de détection un petit peu plus efficace? Et enfin, comment font tous ces attaquants pour décider de qui jouera où sur le terrain, qui jouera en défense, mais surtout qui jouera dans les buts? Enfin, les mecs sont là pour se faire repérer en tant qu'attaquant et marquer des pions. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un joueur qui irait dans les buts? Bref, ne faites pas comme moi, ne vous posez pas forcément toutes ces questions un petit peu idiotes dans le cadre d'un shonen de sport, mais il faut bien admettre que le point de départ, il est quand même un petit peu compliqué à avaler. Vous l'avez compris, j'ai pas été particulièrement séduit, hein, j'ai pas compris grand-chose au projet pour être honnête, mais tout simplement je pense parce que je ne suis pas la cible. On est sur du fan service, ou en tout cas sur une œuvre qui est pensée pour plaire aux fans, à ceux qui sont déjà adeptes de la série, du manga de base. Il y a une certaine propension actuellement pour pas mal d'animés phares du moment à vouloir à tout prix se retrouver au cinéma. Et on va pas se mentir, en France, on est quand même assez client de ça et de plus en plus, ça se retrouve distribué et directement en salle, parfois pour des durées limitées, mais c'est ce qui justement crée un très très fort engouement pour une toute petite période et en fait un mini phénomène, sinon de société, en tout cas culturel, d'une grosse communauté qui est très contente de recevoir toujours plus de contenu pour ses animés préférés. Maintenant, si un peu comme moi le phénomène vous échappe, eh bien testez peut-être plutôt par un ou plusieurs épisodes de l'animé avant de voir si vous avez envie de vous lancer dans cet épisode de Nagui qui sortira donc pour rappel très bientôt, hein, le 3 juillet prochain. Avant d'enchaîner avec ma troisième et dernière séance de la journée, je vous fais un petit crochet par un film que j'ai vu vendredi dernier, donc en avant-première, avant même le lancement du festival. Ouais, je sais, j'ai un petit peu triché, mais on m'a proposé d'aller voir Rock Bottom dans une séance spéciale au Max Linder à Paris, qui est un cinéma que j'aime tout particulièrement et qui servait très bien le cadre de ce film, puisqu'on parle d'un mélange entre biopic, documentaire et comédie musicale qui retrace la vie, l'histoire de Robert Wyatt, un artiste musicien de rock psychédélique anglais qui a principalement travaillé durant les années 70 et en l'occurrence on le suit durant une bonne partie de sa vie entre New York et Majorque. New York au tout début du film, puisque au fil d'une soirée qui va pas forcément bien se passer, sous influence comme vous pouvez vous en douter, il va chuter d'une fenêtre et se retrouver à l'hôpital assez vite paralysé. Et pendant cette phase un petit peu incertaine où il oscille entre la vie et la mort, le récit va passer de flashback en flashback durant cette escapade à Majorque avec sa petite amie de l'époque, Alif, qui deviendra sa femme. Et on les suit dans leur déambulation psychédélique sous psychotrope où chacun cherche à créer, à perfectionner son art. Robert pour la musique et Alif pour le cinéma. Le tout accompagné des chansons revisitées de cet album Rock Bottom que Robert Wyatt sortira en 1974. Et d'ailleurs, les 6 titres de cet album ont été remasterisés pour l'occasion. Oui, je sais, ça fait pas mal de contexte pour un film quand même au projet assez casse-gueule, mais en même temps assez ambitieux, je trouve, hein, surtout pour parler d'un artiste assez méconnu, Robert Wyatt, personnellement, et pourtant, alors que je suis un grand fan de rock et de manière générale de rock psychédélique des années 70, donc on est clairement dans une niche dans la niche, mais pourtant c'est un nom que je ne connais que de très très loin et je ne pense pas avoir déjà écouté le moindre de ses morceaux, le moindre de ses
ses albums, alors que, en fouillant un peu, je me suis rendu compte qu'il avait collaboré avec des artistes que j'adore, comme Pink Floyd ou Mike Oldfield. Après, on peut tout à fait choisir de mettre de côté cet aspect biopic. Il n'y a aucune nécessité d'avoir des connaissances pointues sur la musique de cette époque-là pour apprécier le film, puisque le film se recentre justement sur cette histoire d'amour, cette histoire de création, on va dire, toxique entre Bob et Alif. Le tout entrecoupé de moments complètement hallucinés qui sont le propre de cette époque, en tout cas qui nous plongent dans un certain imaginaire de cette époque-là. Hippie, acide, coke, sexe, vie au jour le jour et argent qui n'est que très peu finalement un problème. On voyage à fond dans cette époque-là, mais sans qu'elle ne soit glamourisée. On n'est pas sur une impression nostalgique. Au contraire, hein, le film ne se cache absolument pas de montrer tous les effets négatifs de justement ces excès-là, hein, à savoir l'addiction dont va être victime assez rapidement Alif, qui a du mal à se plonger dans son processus de création et va trouver refuge là-dedans. Pas forcément aidé par le personnage de Bob qui lui fait les choses de son côté et à sa manière, qui s'en sort beaucoup mieux parce qu'on comprend qu'il est un petit peu trop habitué justement à ça. Ces thématiques-là, on les connaît, on les a déjà vues ailleurs, mais là où le film se distingue clairement, c'est évidemment son aspect animation et la manière dont il va retranscrire ces phases hallucinées sous influence. Et là, on va partir dans des véritables trips sous LSD avec parfois une superposition de différents types d'animation. L'animation classique 2D du film, parfois des effets 3D, parfois des effets découpés, crayonnés, pastels. Enfin, Maria Trainor, la réalisatrice, mélange tout un tas de procédés stylistiques au point parfois qu'on s'y perde un petit peu. Je pense que c'est le but, mais il faut quand même être préparé, notamment dans le dernier tiers du film qui, alors là, part très très loin. Sur moi, ça a pas mal fonctionné, mais je pense quand même qu'il vaut mieux être préparé. Au niveau de la musique aussi, on est sur une époque et un style très très identifiable, très reconnaissable, et qui ne va pas forcément parler à tout le monde avec de grandes nappes atmosphériques, ambiantes, instrumentales, des paroles qui sont répétées, pas toujours de refrain ni de mélodie claire. Alors c'est sûr que là, je le vends pas forcément très très bien, mais moi c'est un style que j'aime beaucoup en vérité. Mais là encore, je pense qu'il vaut mieux savoir où on met les pieds. En résumé, c'est un film que j'aurais du mal à conseiller à tout le monde. Non pas qu'il manque de qualité ou qu'il ait des défauts absolument rédhibitoires, mais on est plutôt sur un film de niche qui, je pense, va pas mal diviser. Et même au niveau du style visuel, hein, pour quelques séquences dont j'ai parlé qui vont mélanger différentes techniques d'animation et vraiment sortir du lot, globalement, l'animation en elle-même, elle est assez simple, voire parfois un petit peu simpliste. Le trait est assez lisse et c'est assez étrange pour justement un film de cette période-là, mais parfois le trait va manquer un petit peu de sensualité, voilà, au niveau des corps, des expressions. Pour être tout à fait complet, Maria Trainor est entrée dans l'histoire du Festival d'Annecy puisqu'elle est devenue la première femme réalisatrice espagnole à participer à la compétition officielle. En tout cas, de ce que j'ai réussi à voir de la compétition, Rock Bottom, c'est sans doute le projet le plus osé, le plus inattendu aussi, hein. Il ne réussit pas tout ce qu'il entreprend, mais par contre, il s'aventure dans des chemins nettement plus aventureux. On est sur un gros parti pris, sur un projet ambitieux, peut-être un petit peu trop, mais qui a le mérite d'aller au bout de ses idées. Pour le voir chez nous en salle, il va en revanche falloir un petit peu attendre, puisque pour l'instant le film n'a pas de date de sortie et profitait justement de ce festival d'Annecy pour se chercher des distributeurs. Papa, ça t'arrivait d'avoir peur que tes pouvoirs ne suffisent pas? Ça me travaillait absolument tous les jours. Le monde a besoin de toi. Il faut que tu mettes à profit tout ton potentiel. C'est plutôt cool de combattre des monstres. Disons que je trouve pas que je sois hyper doué. Sérieux? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça craint. Rapportez-moi le colis. Oui, monsieur.
Allez, il est l'heure de boucler cette dernière quotidienne en direct du festival avec l'ultime projection à laquelle j'ai pu assister ce mercredi soir. Là encore, c'était un événement que j'avais coché assez tôt sur mon calendrier, quand bien même il sort le 14 juin chez nous, autant dire bien demain si vous écoutez ce podcast à l'heure sur Netflix, c'est Ultraman Rising, réalisé par Shannon Tyndall et Josh Aoshima. Les deux réalisateurs étaient d'ailleurs présents sur la grande scène de Bonlieu et nous ont livré un petit discours très émouvant. On les sentait tous les deux très touchés d'être là pour la première fois tous les deux à Annecy. Shannon Tyndall, qui a travaillé notamment sur Kubo et l'armure magique, a avoué avoir en tête ce projet de film Ultraman depuis près de 20 ans. Quant à Josh Aoshima, lui, il a notamment fait la réalisation de plusieurs épisodes d'American Dad et de la dernière itération de DuckTales. Lui aussi, il a longtemps travaillé avec Shannon Tyndall et lui aussi avait à cœur de porter ce projet, non pas sur grand écran, mais en tout cas sur Netflix. Et justement, c'était la raison principale qui faisait que j'avais envie de profiter de cette chance de pouvoir le voir en salle. Dès sa bande-annonce, c'est vrai que le projet me faisait quand même pas mal de l'œil et pourtant, je ne suis pas du tout un fan ni un connaisseur de l'univers Ultraman. Ça fait partie de ces tokusatsu japonais, donc ces films à effets spéciaux qui m'ont un petit peu échappé. C'est pas un univers avec lequel je suis très familier. J'avais essayé de rentrer dedans l'année dernière via Shin Kamen Rider, qui était sorti chez nous sur Amazon Prime et qui avait été d'ailleurs accompagné assez rapidement de Shin Ultraman. Mais n'ayant pas été conquis par Kamen Rider, j'avais préféré passer mon chemin sur Ultraman. Là, on est dans une version beaucoup plus américanisée, j'ai envie de dire, en tout cas beaucoup plus accessible de l'univers d'Ultraman. On suit Ken Sato qui récupère le costume, les pouvoirs de super-héros hérités de son père pour défendre bien le Japon contre les envahisseurs kaiju, alors que lui-même est parti à Los Angeles pour devenir un joueur de baseball professionnel à succès, immensément reconnu, mais il doit d'un coup assumer ses responsabilités, accepter de grandir, d'endosser le costume d'Ultraman, même s'il n'en a pas franchement envie, même s'il a du mal à se montrer à la hauteur, alors que bien des années plus tôt, sa mère a disparu sans laisser de traces. Le réalisateur Shannon Tyndall l'a dit, on est plus sur un film qui parle de famille avec Ultraman dedans qu'un vrai film Ultraman. Et ça se sent quand même pas mal et c'est la principale réserve que je mets sur le film. Déjà, le film dure 2 heures, il met du temps pour mettre en place son intrigue, ses personnages, ses thématiques, mais sans doute un peu trop de temps. Je dirais qu'il y a quand même 20 bonnes minutes en trop puisque l'intrigue, on la comprend quand même assez vite. Après l'attaque d'un énième kaiju sur Tokyo, qu'il va réussir à mettre en déroute, Ken va récupérer un œuf de kaiju qui va éclore devant ses yeux. Et ce bébé kaiju, vous voyez où ça va en venir, va le prendre immédiatement pour son papa et se prendre d'affection pour lui, alors que lui, évidemment, à l'inverse, n'est pas prêt à assumer encore une fois ses responsabilités, d'autant plus qu'il a bien pas mal de daddy issues non résolus. Toute l'idée du parcours de Ken va être d'assumer à la fois ce nouveau statut de chef de famille et en même temps son nouveau costume d'Ultraman, de rentrer véritablement dans la peau de ce super-héros qui est censé défendre le Japon de manière inconditionnelle, mais en même temps sans véritablement faire du mal à ses envahisseurs. Et surtout, il va devoir faire des choix, hein. Est-ce qu'il assume pleinement sa carrière de joueur de baseball? Est-ce qu'il, au contraire, prend pleinement le rôle d'Ultraman? Est-ce qu'il peut arriver à faire les deux? Est-ce qu'il peut en même temps résoudre les conflits avec son père à qui il ne parle plus depuis 20 ans? Tout ça se télescope un petit peu, hein. Les scènes d'action au milieu de ça, elles se font quand même assez rares. Elles ont l'avantage d'être assez bien mis en scène avec des effets graphiques de jaillissement qui font très comic book ou alors des motifs qui vont envahir l'écran quand le personnage va changer de mode de pensée. Mais globalement, pour ce genre de récit, pour ce genre de structure, je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il y avait peut-être moyen de faire un petit peu plus court ou alors j'étais vraiment beaucoup plus fatigué que ce à quoi je pensais et que je n'étais pas forcément prêt pour une séance de 2 heures. En vérité, j'ai quand même plutôt passé un bon moment, hein, comme souvent
souvent dans ces cas-là, la scène d'action finale est assez jouissive, surtout quand la salle autour de vous encourage le héros dans son ultime combat contre le grand méchant, un brin caricatural là aussi. Et je terminerai avec un dernier point, Netflix étant Netflix, et d'ailleurs j'en ai pas forcément parlé, mais Netflix est devenu un acteur majeur du cinéma d'animation à l'échelle globale, hein, que ce soit au niveau des séries ou des films. Ils ont présenté énormément de projets sur ce festival-là, et on sent qu'ils ont vraiment envie de creuser leur sillon. Mais donc j'y reviens, Netflix étant Netflix, donc à peine le générique de fin déroulé, on sent qu'il y a encore une fois la volonté de nous créer une franchise à partir de ce film-là, avec un bon petit cliffhanger final. Bien sûr, c'est le succès de cet Ultraman Rising qui décidera de l'avenir de la licence ou non. Mais malgré tout, je peux pas m'empêcher à chaque fois d'avoir un petit passement au cœur en me disant que c'est toujours aussi compliqué malgré tout aujourd'hui, même sur une plateforme comme Netflix qui donne quand même une grande part de liberté à ses créateurs, c'est toujours compliqué d'envisager un film en tant que tel, en tant que produit qui se tient. Alors malgré tout, rassurez-vous, cet Ultraman Rising peut tout à fait se prendre comme un épisode indépendant, mais disons que c'est cette logique de marché qui me titille un petit peu. Et bien voilà, nous y sommes. Il va être temps pour moi de dire au revoir à ce festival d'Annecy 2024. C'était un réel plaisir d'être là, vraiment de bout en bout, de mon arrivée jusqu'à ce dernier jour. Quand bien même j'ai très peu dormi, quand bien même j'ai pas mal travaillé le soir, enchaîné les séances, beaucoup bougé à travers la ville, beaucoup marché, beaucoup pris le bus, parfois sous de très fortes chaleurs, parfois sous la pluie. C'était vraiment un plaisir de se retrouver au milieu de passionnés de cinéma d'animation, que ce soit au niveau des étudiants dans le centre de la ville qu'au marché du film, entouré de professionnels ou de grand public qui profitaient juste de l'occasion pour découvrir des films en avant-première dans des grandes salles toujours très remplies et avec une ambiance de dingue, un public très respectueux. J'avais l'impression d'être vraiment à ma place et dans un festival qui ne fait que prendre de l'ampleur mais qui réussit à garder son identité, et je pense que c'est ça le plus important. Les gens viennent à Annecy pour prendre du plaisir, pour se détendre, tout en sachant qu'à la fin, ils vont finir rincés, comme c'est un petit peu mon cas. J'espère que ça ne se sent pas trop à l'écoute. J'étais très content de vous proposer ces épisodes journaliers. C'était quand même un beau challenge pour moi. Il a fallu que je me familiarise avec du nouveau matos en plus. Je vous remercie donc de votre bienveillance et de vos retours aussi, hein, que ce soit en direct ou sur les réseaux sociaux. Maintenant, pour moi, l'objectif, il est clair, mettre tous les moyens de mon côté pour faire en sorte qu'Animedia soit encore là l'année prochaine à Annecy et encore plus fort. Pour prolonger l'expérience, je vous invite à aller faire un tour sur mes réseaux sociaux, @Animedia Podcast, principalement sur Instagram, mais aussi sur Twitter et Blue Sky. Pour soutenir le podcast, c'est simple, abonnez-vous dans un premier temps, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, ça me ferait très plaisir. D'autant que là, il va se passer de très belles choses pour la suite de l'été, avec de très grosses sorties à suivre et que je chroniquerai évidemment dans cette émission. Alors restez branchés et à très vite. Festival d'Annecy, out.